pouvait beaucoup attendre de cette période de confinement. Notre désir de ralentissement trouvait son accomplissement au-delà de lui-même, dans l'immobilisation presque parfaite. Sans que cela soit faux, le problème est que le sens s'épuise chez soi. Il s'accomplit dans l'épuisement, sans même passer par le repos. Le confinement est nécessaire, sans aucun doute, d'un point de vue médical. Mais cette nécessité reste pauvre, comme à chaque fois qu'on se trouve dans la nécessité. Ce sens reste pauvre si on le compare à tout ce que l'on peut attendre, non seulement du mouvement, mais aussi de l'immobilité. Encore cette pauvreté doit-elle s'expliquer mieux, et peut-être mène-t-elle quelque part. Bien sûr, l'obligation de rester chez soi a favorisé ceux qui en avaient les moyens, mais elle a aussi révélé la pauvreté du sens du domicile des riches. À la différence de ce centre de pouvoir qu'était la demeure féodale, ou de cette œuvre architecturale qu'était le palais de la Renaissance, la richesse moderne ne s'accomplit pas dans le domicile, elle s'y épuise. L'argent est fait pour être investi dans des lieux de production et de services, des usines ou plus généralement des entreprises ou des actions. Le capital foncier n'est jamais que sa valeur refuge. Et investir dans l'immobilier est encore bien différent d'habiter. Le lieu où l'on habite, quand on est riche, n'est alors que le signe vide et ostentatoire de cette richesse, l'exposition de ses moyens, et non le déploiement d'une fin. L'intérieur bourgeois s'est déjà conclu dans une surenchère de confort qui a donné naissance au mauvais goût, à une intimité de toc et de stuc. Hegel, commentant l'effondrement du théâtre romantique dans le théâtre bourgeois, avait déjà remarqué que le chez-soi moderne était passé de l'exaltation du soi à la découverte de la pauvreté spirituelle. Les vies particulières ne s'accomplissent que dans des petites histoires d'intérieur, des problèmes d'adultère répétitifs qui se déroulent entre de soyeux fauteuils, mais n'ont aucun intérêt pour les spectateurs, non parce qu'ils ne les vivent pas, mais précisément parce qu'ils les vivent aussi, ces spectateurs du théâtre bourgeois, et découvrent ainsi au théâtre le peu d'intérêt de leur vie. Parlant implicitement du même théâtre, Walter Benjamin disait qu'un intérieur bourgeois donne toujours l'impression qu'un crime vient d'y être commis. Autrement dit, qu'il est en attente du crime qui lui donnera sens, au moins négativement, et qu'il n'a pas d'autre issue. Aujourd'hui, les journaux de confinement accomplissent ce pauvre théâtre. La focalisation sur les particularités individuelles, sans intérêt, s'avérant même indissociable de la focalisation vide sur l'intérieur, la vie de famille se fondant dans les présences de ses pièces, de ses meubles, de ses jardins, etc. Et ce chez-soi est finalement si insignifiant qu'aussi bien il a été quitté au début du confinement pour un autre chez-soi, la fameuse résidence secondaire où se transporte et se répète le manque de sens de l'habitation. Ce comportement ne fait d'ailleurs que reproduire celui des bourgeois dans le plus ancien sens du terme, de ces habitants riches des villes, qui dans les épidémies de peste du Moyen-Âge et de la Renaissance désertaient la ville pour leurs maisons de campagne, transportant déjà la maladie dans des régions qu'elles avaient épargnées. Pour d'autres, disons les classes moyennes, rester chez soi veut dire tourner en rond entre ses quatre murs ou dans son petit jardin et tenter de redécouvrir ce qui ne peut être découvert, un lieu que l'on a aménagé soi-même, dont on connaît les moindres recoins, et qui n'a justement pas été conçu pour être habité en permanence. Cette redécouverte faite, il s'agit alors de revivre en mode dégradé sa vie habituelle, et la dégradation prend alors elle-même les allures du surenchérissement, c'est-à-dire non de l'enrichissement, mais de l'aliénation. Les proches deviennent trop proches, les relations familiales se dégradent. Le temps sur les écrans, les réseaux sociaux, la télévision prenaient trop de place, voilà qu'il prend toute la place, et c'est ainsi que les ventes de livres, y compris par correspondance, ont chuté pendant le confinement. Le travail prenait trop de place, voilà qu'il se transforme en staccanovisme. La consommation prend trop de place, alors même qu'on consomme moins. Autrement dit, elle perd son peu de valeur, d'abord sous la forme de stock de papier toilette ou de farine, ensuite et surtout sous la forme de harcèlement publicitaire de tous ceux qui ont encore quelque chose à vendre. Parlons aussi de ceux les plus nombreux à l'échelle mondiale qui vivent dans une pauvreté de moyens, qui n'ont par définition pas vraiment de chez eux dans lequel rester.
On le sait, certains vivent dans des appartements trop étroits qui n'ont pas été conçus et aménagés par eux, ni même véritablement pour eux, et à vrai dire pour personne. On ne peut réellement y habiter à plusieurs. On ne peut vraiment demeurer dans ces lieux de passage ou de sommeil. Pour les locataires, ces locataires, comme le disait déjà Marx, le propriétaire hante les lieux et les cauchemars de tous ceux qui se demandent comment ils vont payer leur loyer. D'autres sont sans domicile fixe, d'autres, très nombreux dans le monde, n'ont pour chez eux qu'un bout de tôle dans un bidonville et ne peuvent faire autrement que de vivre comme d'habitude, en très grande partie dans la rue. Ils ont souvent, comme en Inde ou en Amérique du Sud, quitté un chez-soi qui n'en était pas un pour retourner chez eux dans leur village, mais que veut dire retourner chez eux pour ceux qui avaient quitté ces lieux trop pauvres pour être habitables, qui eux-mêmes avaient décidé de s'en séparer pour partir en ville. En fait, le confinement chez soi, tout en restant différent de l'emprisonnement, a un peu toutes les ambiguïtés de la prison. Celle-ci a d'ailleurs longtemps été utilisée, et elle est encore dans bien des pays, pour ceux qui justement n'ont pas de chez eux, donc comme une sorte de substitut punitif pour les populations errantes ou migrantes. Et en même temps, on a toujours attendu d'elle, de la prison, non seulement une fonction punitive, mais aussi une fonction d'amendement. Comme si le fait d'être privé de mouvement ne pouvait que favoriser la méditation sur ses fautes, le recueillement, et finalement le passage de la culpabilité à l'innocence. Cette méditation sur soi par l'immobilisation forcée est présente dans les trois monothéismes. Dieu a le pouvoir de lier et de délier, et être pris dans ses filets, emprisonné par lui ou en son nom, c'est se rapprocher de lui. C'est ainsi que dans la pensée chrétienne, depuis saint Paul, écrivant en prison, le prisonnier revit la fixation du Christ sur la croix. Il n'est pas sûr que la prison laïque soit sortie de ce schéma. Elle l'a plutôt vidé de son sens religieux sans lui en trouver d'autres. C'est bien que les prisonniers, dans l'impossibilité de faire du code pénal un objet de méditation, sont voués à retrouver du sens dans la religion. La prison laïque ne devrait à vrai dire de trouver dans la prison elle-même que la justification que lui a donnée Beccaria. C'est une peine dissuasive, une souffrance, car l'attente sans mouvement peut être pire que la mort, ce qui rend inutile la peine de mort. Dans ce contexte, le confinement n'est qu'une peine infiniment plus légère, mais n'indique pas pour autant la voie de la méditation ou de l'amendement, en tant qu'il est immobilisation contrainte. Autrement dit, il faut distinguer la voie et l'occasion. L'immobilité contrainte n'est pas une voie. La contrainte extérieure, d'une manière générale, n'est pas une voie. Et le fait que cette contrainte extérieure, celle de l'épidémie, renforcée par celle de la police et du risque de verbalisation, nous enferme chez nous, n'en fait pas une voie. Mais c'est une occasion à saisir, même si elle est difficile à saisir. L'occasion de quoi? Non de se complaire dans son intérieur, tout au contraire de se penser dehors. C'est ainsi que l'emprisonnement, quand son sens n'est pas préformé par la sanction rédemptrice de la religion, se transforme en une vision nostalgique et appelante, en quelque sorte, d'un dehors plus ouvert, comme paysage ou comme ciel dépeuplé de ses dieux. Charles d'Orléans, longtemps prisonnier politique, écrit sur ce dehors inaccessible, mais qu'il peut encore voir, à peine, je le cite, « Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et ses vertus de broderie, de soleil luisant, clair et beau. » Verlaine, avant d'être frappé en prison par la foi, décrit ce ciel, on le sait, par-dessus les toits, si bleu, si calme. Et le romancier japonais Soseki, immobilisé dans une clinique par la maladie, reprend Verlaine, je le cite, « Entre l'auvent de ma chambre et le toit de l'autre aile de bâtiment à 2 étages, je pouvais voir le bleu du ciel. » Il reste vrai que la maladie, quant à elle, due au coronavirus, ne laisse pas vraiment cette occasion. Son évolution est trop indéterminée, trop brutale. On guérit ou l'on meurt. On peut aussi mourir de l'inflammation juste après s'être cru guéri de l'infection, sans avoir pu expérimenter vraiment quoi que ce soit. C'est donc une voie étroite qui nous est laissée pour tenter de penser ce que veut dire penser au dehors, penser se tenir dehors, exister ou habiter le monde. Car exister, c'est se tenir dehors. Il fallait alors faire l'expérience d'être coincé chez soi pour pouvoir découvrir que le sens ne peut naître de soi, qu'il vient de ce dehors. Mais il serait alors totalement erroné de croire qu'il suffit de sortir, de passer de l'immobilité au mouvement pour que tout devienne signifiant. Car aussi bien, on ne fait que repasser, sans gain, de l'immobilité contrainte à la mobilité contrainte.
celle que vivent tous ceux qui doivent faire des allers-retours entre chez eux et leur travail, ou celle que vivent les migrants qui n'ont pas encore de chez eux. De plus, le mouvement, la circulation sont encore plus faciles à capter que l'immobilité. Le risque est donc grand que le déconfinement lui-même soit capté. Premièrement par la circularité de deux devoirs, celui de produire et de consommer. Fini le confinement, bonjour le bricolage, pouvais-je lire ce matin dans les spams de ma boîte mail. Déjà fortement anticipé par les publicités de l'industrie automobile, le déconfinement est ainsi déjà en vente. Deuxièmement, le déconfinement risque fort d'être capté par les dispositifs de surveillance, de contrôle, voire de répression, que les États ont renforcés pendant le confinement. Troisièmement, il est aussi par les dispositifs de traçage numérique qui suivent toute notre activité, que nous soyons dedans ou dehors. Le risque est donc grand, très grand, que nous retrouvions un dehors aussi contraint que le dedans, un dehors non seulement placé sous la menace du reconfinement, mais déjà reconfiné. Reconfiguré pour être reconfiné. Mais ce qui reste vrai, c'est que nous avons montré en restant chez nous que nous savions faire effort sur nous-mêmes. Le mérite du confinement, de la baisse de la contagion épidémique, nous revient entièrement. Nous avons montré que nous savions entendre et comprendre les avis du corps médical. Le comble serait qu'un pouvoir souverain capte jusqu'à ce mérite, s'attribue ce succès, affirme que nous avons su lui obéir, alors que lui-même n'a fait que suivre la nécessité de la situation, et plutôt mal que bien, et plutôt finalement moins bien que nous. Ainsi, l'effort que nous avons fait pour rester chez nous est pourvoyeur non seulement d'une occasion, mais aussi d'un droit, ou disons du droit de saisir une occasion, celle de nous libérer, d'exiger cette liberté, de configurer nous-mêmes un monde plus libre, bien moins soumis à une autorité surplombante qui a franchement montré ses limites dans la gestion de la pandémie ici et ailleurs. Cette exigence de libération après 2 mois de confinement ne va pas s'accomplir toute seule, elle exigera notre présence active, notre résistance, notre exposition, la position du nous hors de chez nous. Irving Goh dira très bientôt sur cette chaîne qu'une telle position passe par une pause, et même par la mise en pause de la philosophie, dira-t-il, le temps d'y voir plus qu'un projet, autre chose qu'un projet. Mais cette pause, c'est aussi le temps de saisir que c'est l'exigence de liberté qui dépasse tout projet, puisqu'elle consiste à se tenir dehors, mais aussi à tenir le dehors, à se manifester au dehors. Il nous faudra donc à la fois philosopher et retrouver, réoccuper l'espace public d'une manière bien plus fréquente que nous le faisions avant. Retrouver notre place dans ce monde, passer de l'obligation de rester chez soi à l'envie d'habiter le monde, et surtout de cette envie à son incarnation par nous-mêmes. Car la liberté d'aller et venir n'a de sens qu'ancrée dans le droit d'être là.